Allez, c'est la victoire française ce week-end. Ah putain, non, c'est vrai, putain. À chaque fois on oublie. Non, Leclerc est monégasque, excusez-moi. Après, honnêtement, un monégasque, c'est un Français riche. Donc, on va dire moitié, quoi. 0,5 pour la victoire. Voilà, la deuxième larmichette est donc tombée pour cette saison. Après la victoire éclatante de Lando Norris, celle qu'on attendait. Et ben la victoire éclatante de Charles Leclerc, celle qu'il attendait chez lui au Grand Prix de Monaco ce week-end. Et puis, écoutez, 3 vainqueurs différents en 3 Grands Prix. Attendez, mais c'est le retour du suspense en F1, mais c'est incroyable ça. Oh là là, on va chauffer. La saison commence. Allez, on va revenir aussi sur le format de ce week-end de Monaco. Est-il à revoir en revanche? Parce que si on assistait à une très belle victoire de Ferrari et de Leclerc, encore une fois en course, on s'est beaucoup ennuyé. Mais qui va pouvoir arrêter Kevin Magnussen? Ça va être notre dossier enquête exclusive aujourd'hui. Après Pastor Maldonado, pour ceux qui connaissent à l'époque, c'est un peu maintenant le nouveau bourreau des pistes, Kevin, qui se met vraiment dans des situations dont on ne veut pas entendre. Et puis le dernier volet sur Ocon et Gasly, la rivalité insoutenable, cet accrochage, vu la situation d'Alpine, est-elle une infamanie Famani, par rapport à Laurent Famin. Ouais, parce que quand je l'ai écrit, je savais que c'était pas ouf, et là c'est vrai que maintenant quand je le dis, c'est pas terrible. En tout cas, cet accrochage qui aura coûté très cher encore à un des deux, et qui était vraiment pas nécessaire. On va y revenir sur cette rivalité nuisible. On en discute, on en parle, c'est enfin bon, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite donc avec la victoire de Charles Leclerc. La victoire, Charles. Et cette victoire qui lui tend enfin les bras. Mais qu'est-ce qu'il aura lutté à Monaco? Monaco, on rappelle que c'est la bête noire de Charles Leclerc. Beaucoup d'abandon pour Charles. Une 4e place au mieux, et on s'en rappelle, c'est cette 4e place, alors qu'il était en pôle. La stratégie de Ferrari, douteuse, calamiteuse, on peut le dire, avait propulsé le monégasque en 4e place. Mais surtout, c'est ces 2 pôles non convertis, celle dont on vient de parler, et puis celle qui était un abandon suite à l'accident dans le dernier tour des qualifications, alors qu'il s'était qualifié premier, et la voiture n'avait pas pu être réparée à temps. Donc vraiment, une victoire, le chat noir enfin vaincu, et Leclerc qui obtient cette victoire, et honnêtement, c'est une victoire très très bien construite sur un week-end extrêmement maîtrisé par le monégasque, indéniablement le plus fort de ce week-end de course à Monaco. Voilà, écoutez, il a fait pleurer le prince Charles. Alors ça n'a rien à voir avec sa victoire, je vous rassure. Si à la fin le prince a pleuré, c'est parce qu'il lui a glissé à l'oreille que Lance Stroll venait d'obtenir la nationalité monégasque. Voilà, c'est vrai que ça la fout mal pour le prince, quoi. McLaren encore très fort aussi sur ce circuit à virage lent. On avait une vraie compétition donc entre Ferrari et McLaren, 1, 2, 3 et 4. Ferrari 1 et 3 avec Leclerc et Sainz, et donc Norris et Piastri 2e et Norris 4e. Et oui, Piastri qui s'est illustré un peu ce week-end. Et encore très fort donc sur ce circuit à virage lent. Et ça, c'est quand même un sujet intéressant, parce que c'est pas là où on attendait forcément la McLaren très forte. Et la McLaren, en fait, elle est forte aussi sur ses virages lents, qui était plutôt son point faible. Alors si c'est le pire de McLaren ce week-end, 2 et 4, la concurrence peut avoir peur, y compris Red Bull. Y compris Red Bull, on y vient. Red Bull qui peine quand même depuis 3 Grands Prix, donc depuis la montée en puissance de McLaren, mais pas que, Ferrari aussi a passé un petit cran au-dessus. Perdu à Miami, on le rappelle, puisque c'est Norris qui a gagné, sous pression à Imola, puisque Norris est revenu comme une fusée sur Verstappen, qui était un petit peu en galère avec ses pneus, même si c'est vrai que le circuit ne permettait pas vraiment de dépasser
facilement. Donc de toute façon, Verstappen est resté premier. Et puis se louper un peu général à Monaco. Bon, c'est des circuits atypiques. Monaco, Singapour, c'est un peu des circuits assez typés. Et c'est là où vraiment on peut se trouver dans les réglages, en tout cas où une voiture peut avoir des lacunes flagrantes alors qu'elle peut dominer sur l'ensemble des restes de circuits de la saison. Mais là, c'est vrai que bon, alors déjà, Verstappen est le seul, faut en parler. Donc, il a terminé 6e. Sergio Pérez lui a abandonné, mais il était qualifié 18e. Mais c'est vrai que la Red Bull était nulle part. 6e et 18e, c'est un gros loupé pour Red Bull. En grande difficulté, c'est vrai, à Monaco. Pérez, en plus, donc, c'est vrai, a décidé d'entamer son nouveau passage à vide, le énième. Voilà. Donc, Pérez, dans une saison, à chaque fois, passe par un gros passage à vide où il enchaîne les contre-performances. Et là, il a attaqué sévère, ça y est, ça a commencé au dernier Grand Prix. Et là, il continue ça à Monaco en se qualifiant 18e, en loupant complètement ses qualifs. Et le résultat, il est que Ferrari est désormais à 24 points de Red Bull, donc met la pression directe sur l'écurie autrichienne. Et Leclerc est solide deuxième, désormais à 31 points seulement, j'ai envie de dire, de Verstappen. Bon, c'est vrai qu'il y a l'abandon de Max Verstappen, mais 31 points seulement. Et puis actuellement, il faut le dire, McLaren est un challenger direct donc pour la victoire et va prendre des points régulièrement maintenant à Red Bull. Qui l'aurait cru au début de saison, en tout cas pas Lando Norris, qui nous avait annoncé dès les premiers Grands Prix que Red Bull allait rouler sur la saison comme les dernières, qu'il n'y voyait aucun changement. Alors que c'est pas vrai, on voyait déjà quand même en début de saison que les écarts s'étaient un peu réduits, que ça n'avait rien à voir avec les dernières et que le peloton avant c'était quand même bien resserré. Après, c'est vrai qu'on a eu encore un bond de McLaren. Ça devient les spécialistes du bond en avant, d'une progression quand même assez fulgurante dans les performances. Alors, ils ont fait un gros bond en avant, c'est vrai. Et puis, mais Ferrari aussi a petit à petit progressé. Et finalement, on a maintenant un trio hyper intéressant. 3 vainqueurs différents en 3 courses, on l'a dit. Mine de rien, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en janvier 1928. Oui, 1928. À l'époque, sur une charrette en bois faite de manguier pour les bobos. C'était à l'été 2022, si vous vous rappelez. Donc, on n'a pas eu l'année dernière, je rappelle. 3 vainqueurs différents. Sainz au Royaume-Uni, donc à Silverstone qui avait gagné. Leclerc en Autriche. Puis Verstappen qui avait gagné tout ce qui a suivi parce que ils avaient énervé Max. Donc Max forcément il s'est énervé, après il a tout gagné. Sauf le Brésil, je crois qu'il avait laissé en miettes du coup au Mercedes. Donc voilà, ça remonte seulement à l'été 2022. Donc c'est dire un petit peu à quel point, mine de rien, on est retombé dans une phase de suspense en F1 et l'écart est moindre. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Allez, on revient maintenant sur le format de ce week-end. Alors bon, en soi, c'est le format classique, c'est vrai, qualification course, donc on va revenir surtout sur pourquoi ce format il a du mal à fonctionner à Monaco, sur ce circuit très atypique. Alors Max nous a dit qu'il s'était ennuyé. Alors quand Max dit, c'est que c'est vrai, ok ? Non, alors il y a des choses qu'on peut reprocher à Max Verstappen, mais il y a des choses qu'on peut ne pas reprocher, c'est la franchise. Il est capable de dire qu'un circuit c'est de la merde alors qu'il gagne dessus facilement. Il peut gagner. Il peut aussi dire qu'il y a un gros problème sur un circuit qu'il adore comme Monaco, simplement parce que c'est vrai, le tracé en lui-même par rapport au fonctionnement des voitures actuelles pose problème, évidemment, puisque les voitures sont extrêmement larges, désormais, on le sait depuis 2022, et du coup on assiste à des courses extrêmement ennuyeuses. On a eu encore un dimanche de course inintéressant. Bon, alors c'est vrai qu'on s'est fait couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Alors c'est vrai que voilà, avec la largeur de ces voitures, c'est impossible de dépasser. Sauf Valtteri Bottas, le Finlandais qui arrive donc à dépasser à Monaco sur son tracteur aka Steak F1, aka futur Audi, alors que lorsqu'il était chez Mercedes, on le rappelle, coéquipier de Hamilton, il pouvait passer 20 tours derrière une voiture de milieu de peloton sur un circuit on pouvait dépasser. Donc là, Valtteri s'est réveillé, le viking en lui, l'âme. Voilà, on a eu malheureusement l'intervention de la voiture de sécurité, donc avec ce crash en début de premier tour, donc entre les deux As et Pérez, ce qui a fait venir donc ce drapeau rouge, et tout le monde a chaussé des nouveaux pneus. Évidemment, comme sur ce circuit,
Ce tracé de Monaco, il a toujours très peu utilisé les pneus. C'est pas un circuit très exigeant au niveau pneumatique. C'est un circuit très exigeant au niveau de la concentration, de l'effort de course. Et forcément, on peut faire une stratégie à un seul arrêt. Donc une fois que tout le monde a échangé ses pneus, plus besoin de faire d'arrêt. On peut aller jusqu'au bout. Donc passé le premier tour, il n'y avait plus qu'à rallier l'arrivée. Comme il est impossible de dépasser, on a assisté à ce qu'on a assisté. Alors au-delà de ça, qu'est-ce qui a conditionné en plus l'inintérêt de ce Grand Prix, c'est finalement la stratégie, parce qu'on a vu quand même Ferrari et Leclerc maintenir un écart plutôt convenable avec Russell. Le but étant évidemment que ses concurrents directs, que ce soit les deux McLaren, ne puissent pas rentrer plus tôt pour lui souffler sa première place, pour lui faire un undercut tout simplement. Et oui, on garde à distance donc Russell sous la fenêtre de ravitaillement, parce que si les McLaren rentrent plus tôt, elles ressortent derrière, et derrière Russell, elles ne peuvent pas le passer. Et donc pour ça, Leclerc a adopté un train de sénateur, tout simplement, pas loin d'un rythme de F2, donc il a roulé très doucement pour être sûr que Russell soit jamais trop loin, à portée de tir en gros des McLaren. Et voilà, et donc ça a donné un petit train-train très très long. Russell n'a pas forcé non plus. Enfin bref, une course assez ennuyeuse, personne n'a poussé, et puis tout le monde a rallié l'arrivée, quoi. Alors les qualifications fonctionnent toujours sur ce circuit. Ça c'est clair que c'est un peu les meilleures qualifications de la saison, sans aucun doute. Parce que le tracé est hyper exigeant, les rails sont proches, les mecs donnent tout parce qu'ils savent que la qualification détermine quasiment la victoire sur la course. Après, c'est vrai que là, alors y a jamais, on revient toujours à cette discussion, mais il n'y a jamais eu beaucoup de dépassements à Monaco. Mais là, c'est vrai qu'on a atteint un niveau où c'est vraiment impossible. Les voitures sont trop larges. On a eu 2, peut-être 3 dépassements, plus sur des différentiels énormes entre les pneumatiques. Mais voilà, les voitures sont trop longues. Et la course est tellement ennuyeuse. Même moi, j'ai sauté des tours. Vraiment, je le dis. J'ai passé avec ma souris, puisque je l'ai regardé en replay. Et franchement, je passais 3-4 tours. Puis je regardais s'il se passait quelque chose. Je repassais 3-4 tours, etc., etc. Voilà, donc c'est quand même triste, parce qu'actuellement, le format course, le dimanche en tout cas, ne fonctionne pas sur ce tracé superbe de Monaco. Et ça, il va falloir malheureusement attendre 2026 qu'on réduise la taille de ces voitures. Allez, on attaque avec Kevin, lève la main. Kevin Magnussen, donc écoutez, est-ce que c'est pas le pire début de saison de la carrière de Kevin Magnussen? Je crois que oui, honnêtement. Et Magnussen, il est là depuis un bout de temps, quand même. Il avait commencé chez McLaren, sachez-le. Oui. Il avait fait une 2e place, magnifique à Melbourne. Après, il n'avait pas fait la folie, mais bon, il était rookie, donc ça s'excusait. Puis après, il a atterri chez Haas. On connaît un petit peu le parcours. Bon, encore un accrochage de Magnussen. Alors, c'est vrai, pas fautif à 100%. On peut dire qu'il est fautif avec Pérez. Mais bon, quand même, il essaye donc, après le premier virage, de se glisser dans un trou de souris à droite qui n'existe pas. Il n'y a pas la place. Voilà, c'est la tentative de trop, la tentative qui ne sert à rien. Il se met out, Pérez se met out, et en plus les deux emportent Hülkenberg, qui n'a rien demandé, lui qui fait une belle saison en plus, donc c'est sûr que bon. Et honnêtement, avec les 10 points sur la licence de Magnussen, je me suis dit, ça y est, il saute, quoi. Là, il va les prendre, on va lui foutre au moins 3 points, tu vois, on va mettre... Mais bon, les mecs ont botté en touche, ils ont dit incident de course, parce que finalement, ils savaient pas dire que c'était plus de la faute de Magnussen que Pérez. En fait, c'est un peu les deux qui font n'importe quoi. Mais bon, pour moi, c'est quand même... Magnussen, il y a un moment, il fallait juste qu'il relâche l'accélérateur. Ça passe pas, tu vois. Genre, ça sert à rien d'insister. Et c'est une erreur qu'il a déjà produite au dernier Grand Prix, on le rappelle. Et pour moi, donc, il prenait les derniers, il allait être suspendu, on se serait amusé, il y aurait un jeune loup qui aurait eu sa chance, ça aurait fait du bien, ça aurait été un rafraîchissement, quelqu'un qui arrive chez Haas pour un Grand Prix, le temps que Magnussen soit suspendu, puisqu'on le rappelle qu'il a 10 points sur sa super licence, quand il en a 12, c'est dehors Kevin, tu ne feras pas le prochain Grand Prix. Voilà, bon, la pression est toujours là, puis le bilan il est tel qu'il est, Un seul point pour Kevin Magnussen contre 6 pour Hülkenberg. Il est battu quasiment systématiquement par son coéquipier. Et puis, globalement, dans les performances, Magnussen est extrêmement décevant. Il est systématiquement assez loin de son coéquipier. Il fait des tentatives douteuses de dépassement ou de défense, parce qu'on le connaît, l'animal. Beaucoup d'accidents cette année.
Bon, il n'a pas été encore renouvelé, hein, donc chez Haas, je pense que Haas se pose la question de garder Kevin Magnussen, et au vu de la saison, bon, je pense que la question, elle est vite réglée, comme on dit, mais bon. Alors, qui peut prétendre à la place chez Haas? Apparemment, il y a un contact avec Ocon. Ocon, on va en parler, et il s'est malheureusement pas mis en lumière ce week-end. Esteban Ocon, bon, c'est qualifié avec Gasly. C'est là, depuis le début de saison, c'est quand même à souligner, c'est enfin, ouais, dans la montagne. Excusez-moi, parce que j'ai révisé l'espagnol dans une vieille bourgade, et du coup, c'est vrai que j'ai j'ai un peu pris l'accent du coin, comme on dit. Donc, Esteban Ocon, donc, qui s'est qualifié derrière Gasly, c'est quand même rare, donc il faut le souligner, hein, puisqu'il a quand même été devant son coéquipier assez souvent, pour l'instant, en qualification en tout cas cette saison, mais qui donc nous fait une tentative suicidaire dans le premier tour, une tentative de dépassement. Alors, au-delà du fait qu'elle soit suicidaire et un peu inutile et ultra agressive, elle est sur Pierre Gasly, qui est son coéquipier. C'est là où c'est un gros problème, c'est que ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que quand bien même il passe devant comme un bourrin, comme il a essayé de faire, le problème c'est que ça apporte strictement rien à l'équipe, hein, sur ce Grand Prix de Monaco. Et à la régulière, il aurait pu potentiellement, on ne sait pas, gratter le point de la 10e place. Voilà, là il a donc fait cette tentative, donc il voit, c'est vrai, une ouverture dans le premier tour où Gasly emmène un peu large pour emmener un maximum de vitesse, on va dire, avant l'entrée du tunnel. Et lui va se glisser en intérieur, mais il va faire une tentative, voilà, elle est ratée, hein. Elle est ratée, il va venir percuter Gasly, ça va le projeter en l'air, et bon, la suspension est morte, c'est terminé. Terminé, bonsoir pour lui, il ne participera pas donc au reste du Grand Prix. Résultat, il est out, donc il ne peut pas participer au point d'Alpine. Il prend une pénalité, hein, il s'excuse envers son équipe, mais moi, sur le tweet, hein, moi, ce qui me choque, hein, en tout cas sur les propos là, de Ocon, c'est qu'il s'excuse uniquement, que ça soit au micro ou en communication, vers son équipe, mais absolument pas sur son coéquipier. Et bah voilà, et la messe est dite quand même, on le voit, ce duo il fonctionne pas, il y a des tensions énormes entre les deux. On savait qu'ils pouvaient pas se piffrer, mais là vraiment on atteint un niveau quand même assez violent, enfin c'est un peu grossier à l'écran. Et voilà, qu'est-ce que peut faire? Bah voilà, Famin, donc Laurent Famin va trancher apparemment. Donc le directeur d'Alpine, il voit cette rivalité qui devient ingérable. Qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, il a dit qu'il allait trancher dans le vif. Alors, est-ce qu'il va signer? On parle peut-être d'un accord agreement. C'est ce qu'il y avait eu entre Rosberg et Hamilton, à un moment où il y avait un pic de tension, hein, vraiment, les mecs s'étaient rentrés dedans. Bon, ils jouaient la victoire en même temps. Et Mercedes, vraiment, dans ce pic de tension, avait plus ou moins fait signer un accord entre les deux, tacite, pour dire, bon, écoutez, les mecs, si vous voulez vous battre, d'accord, mais maintenant, vous rentrez pas dedans, voilà, sinon vous êtes dommageable. Est-ce que va y avoir ça en interne? Est-ce que va y avoir pire? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, Gasly, lui, il reste chez Alpine, ça c'est sûr. C'est pas le cas, hein, de Ocon, hein, on sait pas où il va. Et là, en tout cas, il a pas marqué des points ce week-end, ni auprès de son équipe, ni auprès des autres équipes, parce que malheureusement, il faut le dire, Esteban Ocon, qui est un plutôt bon pilote, hein, c'est vrai, a quand même eu des parts de tension énormes avec l'ensemble de ses coéquipiers. Il y a toujours eu des problèmes, hein. Il y a eu des problèmes avec Alonso, il y a eu des problèmes énormes avec Perez, il y a à nouveau des problèmes avec Gasly, donc c'est pas un coéquipier idéal, on va dire, Esteban Ocon, parce qu'il a toujours ce côté un peu hargneux, hein. Il veut pas céder, il veut être devant son coéquipier. Et ouais, mais le problème, c'est que dans un moment, esprit d'équipe, alors ça arrive, hein, à tous les pilotes, hein. C'est pour ça que les pilotes sont ce qu'ils sont. Ils veulent tous gagner, ils ont tous la bave aux lèvres, comme on dit. Mais il faut quand même trouver un juste milieu, parce que faut que l'écurie s'y retrouve. Et là, c'est pas le cas. Et on va voir les décisions que prennent Alpine à ce sujet. Reste encore que, bon, c'est pas le week-end catastrophique, hein, puisqu'Alpine a encore marqué un point. C'est le 2e point quand même de la saison. Et puis Alpine s'était quand même qualifié 10e et 11e sur la grille, donc c'est super. Et voilà, donc c'est quand même
la continuité de la progression d'Alpine sur ce week-end. Et puis on va quand même faire une petite dédicace au premier point de Williams. C'est passé inaperçu, c'est vrai, parce que c'était une course assez calme. Mais Albon a fini 9e et il a marqué 2 points précieux pour Williams. C'est ce premier point. Williams qui égalise donc avec Alpine et qui sort un peu la tête de l'eau, en tout cas de ce fond de peloton. Allez, on se donne rendez-vous donc au prochain Grand Prix. Le prochain Grand Prix, c'est donc au Canada. Donc Canada, très beau circuit avec des virages rapides et puis des fortes zones de freinage. Alors là, on change complètement de typologie de circuit. Red Bull devrait revenir beaucoup plus fort sur un circuit qui est bien plus typé pour cette monoplace. Et puis, on garde en vue, alors là je vous le dis, moi je le garde en vue, c'est l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'est vrai que c'est un circuit un peu polyvalent, on va dire, avec tous les types de virages. Et souvent, c'est un circuit qui met en exergue la meilleure voiture du plateau et qui met un différentiel énorme entre les voitures. S'il s'avère qu'en Espagne, Red Bull, Ferrari et McLaren sont dans un mouchoir de poche, alors on aura une saison très intéressante, je pense. Si on retourne en Espagne et que Red Bull met une valise un peu à tout le monde, là on va un peu moins se chauffer, en tout cas aux avant-postes, et puis on se contentera de ce qu'on nous donne, puisque la F1 c'est à toutes les positions qu'on se régale, comme on dit. Kevin, allez. Donc Max et Red Bull sont-ils en danger ? On va le savoir quand même aussi au prochain Grand Prix au Canada, et surtout on va garder un œil sur l'Espagne. Tout ça, on le fait avec Enfin Bon, bien sûr.